restez connectés. Passeport 1225, lundi 17h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'entretenir avec Dr Lise Bierré sur la campagne de vaccination contre la COVID, mais aussi on va parler de l'évolution de la pandémie ici dans notre région. On va aussi discuter avec Marie-Pierre Savaria qui est auteure et elle a écrit un roman biographique pour parler de comment revivre après le deuil d'un enfant. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Ariane Richesson, agente à l'éducation et à l'interprétation au Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada. Ariane, le musée, il est fermé, on le sait, mais il y a beaucoup d'activités disponibles qui sont très, très, très éducatives. En effet, alors depuis l'ordre de la province, le musée est en effet fermé et les seules personnes qui ont le droit d'avoir accès à notre musée sont les gens qui s'occupent de nos animaux, qui ont le droit d'y aller à chaque jour. Par contre, nous avons plein d'activités en ligne qui peuvent être utiles soit pour les le changement pour aller en ligne. Alors, ce sont des activités qui pourraient être utiles pour les enseignants et d'enseigner en ligne, les enfants qui sont chez eux. Alors, la première ressource en ligne dont tu viens nous parler ce matin, elle s'intitule La science à la maison. Et puis, je pense que vous avez créé de nouvelles recettes pour les jeunes. En effet, alors, il y a plein d'activités. Si vous allez sur notre site web à ingenium.ca, sous le titre de programme éducatif mais à l'essai, il y a plein d'activités, non seulement de notre musée, mais de nos musées de l'espace. Mais par exemple, cette semaine en ce moment, c'est la semaine de la conservation des sols. Alors, il y a une petite expérience où les gens peuvent essayer de deviner la recette du sol dans leur jardin, ainsi qu'une expérience où les gens peuvent fabriquer leur propre serre chez eux en utilisant juste des contenants en plastique qui peuvent faire pousser des graines et qui peuvent éventuellement planter leur jardin. Alors, il fait super beau aujourd'hui, ce serait une super activité de faire en maison. Il y a également beaucoup d'activités de bricolage. Alors, l'estampage des pommes de terre, l'origami, plein de recettes. Alors, au cours des années, chaque fois qu'on a eu un événement spécial, on a indiqué une recette qui avait rapport à l'événement. Alors, il y a probablement 100 recettes en ligne que les gens peuvent faire assez facilement chez eux. On sait que durant la pandémie, ça a été un moment où les gens ont voulu essayer de différentes techniques culinaires et peut-être faire un petit peu plus de cuisine ensemble comme famille. Alors, plein de recettes certaines recettes sont très sucrées, des gâteaux, des gâteries, des biscuits, mais il y a également plein de recettes de santé, des smoothies avec des épinards, de yogourt maison, des soupes, vraiment des belles recettes. Alors oui, en plus de ça, c'est des activités, je pense que les familles elles aiment faire ça, ce genre d'activité, parce que ça permet de connecter, puis en même temps, ça nous permet de penser à autre chose. Ariane, là, la pandémie, là, ne nous arrange pas. Ce matin, je le disais encore en discussion, là, commence à être un peu frustrée. Donc, il faut vraiment qu'on fasse des activités pour essayer de ne plus penser à qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Et toutes ces activités, je suppose qu'elles sont gratuites. Il faut juste aller regarder ce que vous avez de disponible. Absolument. Elles sont toutes gratuites. Il faut simplement les télécharger. Et alors, il y a plein d'activités que les gens peuvent faire en famille et aussi pour les enseignants, parce que je peux imaginer qu'en ce moment, vous avez bien dit que c'est un moment difficile et je suis certaine que nos enseignants en particulier ont vécu plein de moments de stress et continuent à le faire. Alors, j'espère que ce sont des activités qui vont leur rendre la vie plus facile. Il y a des trousses d'apprentissage qui sont des unités
activité complète gratuite que les enseignants peuvent télécharger. Par exemple, il y a une chose qui s'appelle Apprenti Chef. Alors, c'est basé vraiment sur les recommandations du gouvernement au sujet de la nutrition, mais il y a des Oui, oui. recettes, des expériences que les enseignants peuvent essentiellement envoyer aux enfants et aussi faire avec les enfants en ligne. Alors, on espère que ça va rendre la vie plus facile pour les gens qui sont un peu pris à la maison en ce moment. Alors, puisqu'on parle du corps des enseignants, là, est-ce qu'il y a toujours des visites virtuelles, évidemment, des visites scolaires qui sont disponibles? Alors, malheureusement, à cause du dernier ordre de la province, les visites virtuelles ont dû être suspendues. Mais c'est vraiment un programme qui a été commencé cet automne, au début de la pandémie, et qui a vraiment commencé à prendre feu. Alors, malheureusement, c'est suspendu en ce moment, mais on espère que mi-mai, on va continuer les bookings. Et c'est une chance. Si les gens ne peuvent pas venir physiquement au musée, on sait que les sorties scolaires cette année vont probablement pas être normales, mais c'est un Non, peu oui, c'est une clair. sortie scolaire virtuelle où les gens ont la chance de parler avec un enseignant du musée. Il y a plein d'activités intéressantes. Alors, par exemple, une activité de feutrage où nous autres, on va vous envoyer de la laine que en ligne que vous pouvez essayer de feutrer en classe ensemble. Il y a une activité de yoga à la ferme. Alors, c'est Oh! le nom le décrit. Alors, il y a une enseignante de yoga qui va essentiellement faire un cours de yoga pour les jeunes enfants, mais au cours du cours de yoga, vous allez rencontrer un lapin, un coq, une chèvre. Alors, c'est vraiment parce que plein de poses de yoga ont rapport aux animaux. Alors, il y a vraiment un lien là et les enfants adorent voir les animaux. Oui, c'est ça. Je me suis sentie un peu triste là avec ce qui se passe parce que j'ai été au musée de l'agriculture et de l'alimentation. C'est beau, c'est vivant là-bas. On voit la nature, on voit les animaux. Il y a des gens qui nous expliquent exactement. Et puis la plupart du temps, j'ai été là-bas 2 fois. J'ai vu plein d'enfants. Et je pense que c'est difficile aussi pour eux autres, mais de voir qu'on peut avoir accès à ça virtuellement par des vidéos, je pense que c'est le meilleur moyen pour les parents d'avoir une pause. On met la vidéo du musée et puis on a une pause. C'est ça. Et ça dépend de l'âge. Je sais que mes enfants, ça ne dure pas long la pause, mais il y a des programmes qui sont ciblés pour les tout jeunes jusqu'aux adolescents. Alors, ça dépend du groupe d'âge, mais on a quelque chose pour tout le monde. Merci beaucoup, Ariane. Et puis, tu me disais tantôt, on va garder ça pour une prochaine fois, mais tu me disais que pour la réouverture, quand ça sera accessible au grand public, vous préparez des merveilleuses activités pour le reste du monde. En tout cas, on va parler de ça une prochaine fois, mais tu sais aussi, c'est la semaine de l'action bénévole. Comment ça se passe avec vos bénévoles en ce moment? Alors, encore une fois, malheureusement, nos bénévoles au musée, normalement, nous aident pour nos événements spéciaux au site réellement. Alors, malheureusement, nos bénévoles ne sont pas au musée en ce moment, mais certainement, c'est un moment où je peux leur dire merci parce qu'au cours des années, nos événements spéciaux ne fonctionneraient pas sans nos bénévoles merveilleux. Ce sont des gens qui viennent et qui nous aident avec les stations de bricolage, qui nous aident avec des stations où les gens apprennent à propos des animaux. Lorsqu'il y a 50 enfants qui sont en train de voir un lapin, on a vraiment besoin des bénévoles pour tenir plusieurs lapins pour ne pas faire trop peur aux animaux. Ce sont vraiment des gens dévoués qui nous aident et il y a des gens ça fait des années qui viennent et nous aident souvent durant leur congé, la fin de semaine de Pâques ou à Noël. Alors, certainement, j'aimerais leur dire merci et ils nous manquent énormément. Merci beaucoup, Ariane, pour ces beaux mots à l'endroit des bénévoles du musée. Alors, on va inviter les gens à visiter le site web et puis je te souhaite une excellente journée. Merci, vous aussi, merci. Alors, pour vous autres à la maison, que ce soit pour les activités virtuelles ou même pour les activités virtuelles scolaires, je vous inviterai à visiter le www.ingeniumcanada.org. C'est le site web du musée de l'agriculture et de l'alimentation. Écoutez, est-ce que vous avez déjà vécu la
C'est quelque chose qui est assez difficile. Ce matin, je vais parler avec l'auteur Marie-Pierre Savaria qui a décidé, je trouve qu'elle est assez forte, de nous parler de son histoire personnelle parce qu'elle a écrit un livre intitulé Revivre après le deuil de son enfant. Je veux tout de suite commencer en te demandant, Marie-Pierre, est-ce que tu te rappelles un peu de cette journée-là? Comment tu l'as vécue? Ah oui, c'est un peu comme un accouchement. Il y a des moments, des odeurs, des détails qu'on n'oubliera jamais. En même temps, l'espèce d'impression que ça fait longtemps, mais que c'était comme hier aussi en même temps. Alors, évidemment, cette journée-là s'annonçait magnifique, beau samedi d'été de juin. C'était excitant. Justin s'en allait à une fête d'amis, son meilleur ami, c'était la fin de l'année scolaire. Alors, il y avait de la frénésie dans l'air. Donc, j'ai eu un gros câlin de sa part avant de quitter. Et puis, ben, comme je dis, moi, en l'espace de 24 heures, ben, notre vie a complètement basculé parce que Justin n'est jamais revenu à la maison en quittant là, pour sa fameuse fête d'amis. Avant qu'on ne commence là à parler de quoi que ce soit, de femme à femme, là, j'aimerais te tirer mon chapeau parce que souvent j'y pense et puis je me dis, je suis pas sûre que j'aurai la force, mais de voir que tu as fait tellement de choses pour Justin après sa mort que, écoute, je suis sûre qu'il est fier de toi. Quand il te regarde là, je suis sûre qu'il est fier de toi. Et enfin, euh, avec ton conjoint, comment vous avez traversé ça ensemble? Très différemment, en même temps très, très unis. Je crois que le secret, en même temps, il n'y a pas de mode d'emploi. On a été plongé dans ça. On est, oui, les premiers mois probablement en mode survie. Je m'accroche toujours en me disant que Justin était grand, était tellement actif, avait pas de minute à perdre. Alors, pour lui, avec lui, pour mes deux autres enfants aussi, parce que j'ai fait le choix d'avoir une belle grande famille de trois beaux garçons. Alors, on se devait de continuer pour eux également. Alors, ça a été long, sinueux, ardu. Et comme je rejoins, ça a été vécu différemment, mais dans le grand respect mutuel et beaucoup dans la Oui. communication, de se dire toujours les vraies affaires, ce qu'on ressent. Mais c'est ça, beaucoup d'amour, évidemment, beaucoup de patience et de respect. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on prévoit là, de se dire, OK, je vais perdre mon enfant. C'est pas un plan qu'on fait de vivre, d'apprendre à Non. vivre après le deuil d'un enfant. Et vous avez réussi peu à peu, comme tu l'as mentionné, avec la communication, avec beaucoup de patience, beaucoup de compréhension, à vous reconstruire pour vos deux autres garçons, pardon. Et cette reconstruction, je pense que c'est ça qui t'a mené à écrire cet ouvrage-là. Oui, j'ai eu une belle opportunité, un beau concours de circonstances de me lancer dans ce beau projet. C'est tout nouveau, c'était jamais vécu l'expérience d'être auteur, d'écrire. En même temps, c'était une belle insouciance, mais c'était très excitant et je le souhaitais profondément. Ben, une fois plongée dans tout ça, ben, évidemment, ça l'a rebrassé plein d'émotions. Ben Ça oui. m'a remémoré tonnes de beaux souvenirs et je suis bien fière de constater que je me rappelle de plein de choses, plein de beaux moments quand il était petit, des beaux moments en famille. En même temps, ben, ça l'a rebrassé beaucoup d'émotions. Alors, je dis que l'écriture de ce livre-là a été très thérapeutique. Et en même temps, je me surprends à le relire et à me permettre d'être bien fière de moi, de voir vraiment tout le cheminement, tout le parcours. Fait par moi et par mes proches aussi, là, notre entourage aussi. Alors, c'est un bel accomplissement. Je suis bien fière. À vous tous, là, je sais que vous devez être fiers et puis vraiment, vous devez le prendre pour vous, cette fierté, parce que ça, c'est un gros pas que de s'ouvrir comme ça au monde et puis de parler de qu'est-ce qu'on a vécu de personnel. Et puis, dans cet ouvrage-là, quel genre d'outils tu partages avec les autres parents qui ont peut-être vécu la même situation que toi pour les aider à passer ou à avancer devant cette étape? Ben c'est ça. En fait, tu sais, il n'y a pas de mode d'emploi et moi, l'aide vraiment psychologique est venue
5, 6 mois après le départ de Justin. Sur le coup, on a beaucoup de peine, on a beaucoup de douleur, on passe par plein d'émotions, mais je voulais me laisser le temps de vivre ça. Mais à un moment donné, on ressent qu'on dirait qu'au-delà d'être bien entouré, d'être aimé, on a peut-être besoin d'une aide plus professionnelle et d'être capable d'écouter ça et d'aller à la recherche de ce qui nous convient. Moi, ça a été une travailleuse sociale, ensuite une psychothérapeute. J'ai eu un beau soutien de mon médecin de famille aussi. Mais tu sais, ce livre-là, c'est ça, c'est pour monsieur, madame, tout le monde qui vivent, oui, le deuil d'un enfant, mais ça peut être le deuil d'un proche, ça peut être le deuil d'un événement traumatisant, d'un grand événement dans une vie. Alors, les gens se reconnaissent dans les de se dire que oui, le chemin peut être long, sinueux, très différent d'une personne à l'autre, de s'écouter, de se respecter dans nos besoins. Et peu importe le temps, ben que oui, en bout de ligne, on peut se permettre de se dire que la vie continue à être bonne et à être belle pareil en bout de ligne. Alors, je souhaite que ce soit porteur d'espoir. Oui, la vie continue d'être bonne et belle. Et puis, il y a quelque chose il va nous rester juste quelques minutes, là, quelque chose que j'ai trouvé intéressant en Oui, lisant le résumé sur l'ouvrage, c'est que vous avez décidé avec ton conjoint de faire don des organes de Justin après sa mort. Et c'est une discussion que oui, tu avais déjà eue au préalable avec ton fils lui-même. Et puis, tu disais, ah oui, j'aimerais ça au cas où ça arrive. C'est bizarre la vie. oui. Euh, ah, vraiment, vraiment. Je ne crois plus au hasard, en tout cas plus beaucoup depuis tous ces Hein. événements-là. Parce que ça, c'est une constatation qu'on a faite même plusieurs semaines après son décès. J'avais dit à mon conjoint qui s'appelle Benoît, te rappelles-tu, on avait reçu son renouvellement de carte d'assurance maladie au printemps, avant qu'il ait 8 ans, sa nouvelle carte. Et dans l'enveloppe, évidemment, il y a toujours, là, ça accompagne tout le temps le petit autocollant et tout ça. Et Justin, ben, depuis quelques années, à 8 ans, savait lire et écrire. Alors, j'avais pris 2 petites minutes pour m'asseoir avec lui et ça expliquait que pour les enfants de moins de 14 ans, ils peuvent signer, évidemment, avec les initiales du tuteur ou du parent. Alors, dans des mots d'enfant, très légèrement, mais on avait abordé le sujet. Il m'avait dit, ben oui, maman, je suis grand, moi, je suis en santé, j'aime les Oh, légumes. Certainement, en se disant qu'on signe ça, puis ça nous arrivera jamais, mais quelle fierté, c'est ça me vrai. prouve, je sais que c'est nous en bout de ligne qui avons la décision finale, mais je suis très fière de savoir que je suis convaincue que j'avais son consentement, le fait qu'on l'ait abordé quelques semaines avant son départ. De oui qu'il soit là, moi je me permets de lui dire qu'on lui envoie plein d'amour. Et puis il y a aussi la fondation Oui, qui est née juste après. merci. Il va nous rester juste 30, Oui, on lui va nous rester juste 30 secondes. Il y a la fondation qui est née. Est-ce qu'on peut avoir le site web de la fondation pour qu'au moins les gens puissent aller oui, vous soutenir? absolument. Alors, le site web très complet, régulièrement à jour dans nos événements, dans nos dons redonnés dans la communauté. Alors, c'est le www.justinlefebvre, tout collé ensemble.com. Alors, c'est un beau site coloré. Il y a plein de belles photos de Justin, plein d'informations, dons d'organes également, des façons de donner des dons et de faire des demandes aussi pour les familles qu'on soutient dans notre région. Alors, n'hésitez pas Merci à les pour, consulter. merci beaucoup Marie-Pierre et puis merci pour ce beau cadeau-là que tu apportes à ta communauté. Bonne journée à toi et bon succès pour cet Merci à ouvrage-là. vous. Merci, au plaisir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour soutenir la fondation, ça sera www.fondationjustinlefebvre.com, comme elle vient de le mentionner. Et si vous voulez vous procurer cet ouvrage, ça sera au www.éditionlasemaine.com. Maintenant, on va parler de ce qui est en train de nous chambouler ici un peu dans la région. Il s'agit de la tournure que prend la pandémie ici dans la région. Et pour en parler, je suis avec Dr Lise Bieré, qui est la première titulaire de la chaire en médecine familiale de l'Université d'Ottawa et de l'Institut du savoir Montfort depuis le 1er janvier 2021. On s'est parlé de cette nouvelle chaire-là il y a quelques mois, je pense. Et cette fois-ci, on vient parler de l'évolution de la pandémie ces derniers jours. Docteur, qu'est-ce que vous en pensez?
Bonjour, Claude Andrea. Premièrement, c'est dramatique. Je pense que on le répète sur toutes les tribunes. Et je pense que cette fois-ci, dans la troisième vague, c'est beaucoup plus personnel parce qu'il y a plus de cas dans la communauté. Les gens connaissent presque tous quelqu'un qui l'a eu, etc. Il y a des cas dans les familles. Il y a un ami de mes enfants à l'école dont le père est aux soins intensifs. Alors, ça se Waouh! rapproche beaucoup plus. On n'avait pas, je pense, pour la plupart des gens, ce sentiment-là dans les autres vagues. Tristesse aussi, on parlait de deuil tout à l'heure, et puis personne, mais aussi de tout ce qui est un peu perdu, puis du fait aussi que je pense qu'il y a des pertes qui sont évitables, ou du moins qui auraient été évitables. Alors, c'est une toute autre atmosphère, je pense, dans cette troisième vague, malheureusement. Et puis pour être très sincère avec vous, quand vous parlez du fait que ça se rapproche plus de nous, j'ai eu des discussions, en tout cas ça date de longtemps, avec deux personnes avec qui j'ai eu à discuter qui m'ont sorti le même discours. C'est dans le genre, les gens, il y a beaucoup de personnes encore qui croient que la COVID, c'est juste un leurre. C'est juste un leurre. Et est-ce que tu connais quelqu'un, toi, qui a été malade de la COVID? Et puis à moi de répondre non, mais on le voit à la télé qu'il y a des gens malades. Oh non, 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 c'est pas quelque chose de sérieux. J'arrivais pas à Mm. croire qu'au stade où on en est, il y a des gens qui Mm. continuent de penser pareil. C'est malheureux, et puis c'est d'autant plus malheureux qu'il faut continuer les efforts là, justement de distanciation, de port de masque, de lavage des mains, etc. Et surtout de ne pas se rassembler, malheureusement, socialement. C'est triste, c'est très triste, mais c'est malheureusement nécessaire. Qu'est-ce que le gouvernement ontarien pourrait faire de plus pour aider à, je veux dire, à ralentir qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Je sais qu'on est déjà en plein dans la troisième vague, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, on va dire, limiter les dégâts de cette troisième vague-là? Mhm, mhm. Euh, oui, tout à fait. Il y a d'autres choses qui pourraient être faites. Il y en a toute une liste, mais je vais juste en mentionner quelques-uns qui sont, je pense, assez très importants. En particulier, par exemple, payer les jours de congé de maladie des travailleurs essentiels, que ce soit en épicerie, Hmm. en entrepôt Amazon. Si les gens ont pas s'ils perdent leurs revenus parce qu'ils sont à la maison malades, c'est évident qu'ils vont essayer de pousser puis de dire oh non, j'ai pas vraiment de symptômes, etc. Donc, il C'est y a un incentive vrai. très fort pour que les gens restent au travail. Alors, il faut payer les jours de congé de maladie. À tout le monde qui n'a pas ça payé autrement là, par l'entremise de leur emploi. Il faut qu'il y ait de l'équipement de protection personnelle disponible aux gens qui sont des travailleurs essentiels. Il faut que ça soit de l'équipement adéquat. Le masque, évidemment, mais aussi la visière, l'équipement là, pour désinfecter, pour se nettoyer les mains, etc. Et puis, il faut vacciner les gens qui sont à risque. Il faut vacciner tous ceux qui sont essentiellement des travailleurs essentiels. Alors là, on a fait la vaccination des travailleurs de la santé, du moins pour un premier vaccin, est largement fait. Mais il faut vacciner les gens qui travaillent en épicerie, il faut vacciner les enseignants s'il y avait si et quand il y aurait un retour à l'école, mais il aurait fallu les vacciner en priorité, vacciner c'est ça, tous les gens qui sont considérés essentiels. Puis je pense qu'une autre mesure qui pourrait être utilisée, c'est les tests rapides, ce qu'on appelle en anglais le point of care testing. C'est utilisé dans les résidences, par exemple, pour personnes âgées. Je sais que celle où mes parents se trouvent, toutes les 2 semaines, le personnel est testé. Et ce qui arrive, l'utilité de ça, c'est qu'on peut détecter les gens avant qu'ils deviennent symptomatiques et avant qu'ils se mettent
répandre le virus autour d'eux. Un peu partout, Et c'est ça vrai, permet de les isoler de façon préventive en attendant une confirmation avec un test habituel là, de COVID. Alors, il y a beaucoup de mesures qui peuvent être rajoutées à celles qui sont déjà en place. Et je pense que la grosse erreur où on a manqué le bateau, et ça, on le voit à la lueur des courbes, c'est qu'après la deuxième, ben pas après, après le lockdown en janvier, qui a fait que la deuxième vague a diminué de façon assez rapide, on n'a pas continué assez longtemps. Malheureusement, il aurait fallu prolonger le lockdown parce qu'on est redescendu simplement à des niveaux qu'on avait environ en octobre. Et c'est évident, aussitôt qu'on rouvre, il va y avoir plus de transmission. Ça, c'est inévitable. Alors, c'était prévisible. Euh, il y a eu des demi-mesures, il y a eu des délais dans la mise en place des mesures. Alors, toutes ces choses-là ont contribué. Et c'est des choses qu'on devrait éviter à l'avenir. Alors, il va nous rester 3 minutes. Là, vous avez aussi pensé nous parler de la politique COVID-0. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que c'est? Essentiellement, la politique COVID-0, c'est une approche qui vise à réduire à zéro la transmission dans la communauté, dans la collectivité. Et c'est l'approche qui a été utilisée, par exemple, en Nouvelle-Zélande, en Australie, à Taïwan, en Corée du Sud, etc. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eu des mesures très sévères et prolongées au début. Ils ont fait énormément de traçage de cas et aussi de tests sur place, là, comme je disais, de tests rapides dans certains milieux. Et ils ont réduit la transmission communautaire. Et après ça, ils continuent évidemment à faire de la surveillance, mais après ça, c'est simplement de la gestion d'éclosion. Et on n'a pas une propagation qui est tout à fait là, hors de contrôle dans la communauté. Alors, la politique COVID-0, ça veut dire continuer les mesures jusqu'à ce qu'on ait réduit et éliminé la transmission dans la communauté. C'est dur. En Australie, ils ont été en lockdown très sévère pendant presque 3 mois. Je crois que c'était 111 jours. Plus de 3 mois. Mais ils l'ont fait dès la première vague et ils ont réussi à endiguer ça. Et là, on voit, ils sont capables d'avoir des événements sportifs, etc. Là, évidemment, toujours sous contrôle. Et aussitôt qu'il y a un cas dans la communauté, ils remettent le lockdown immédiatement jusqu'à ce que, dans cette zone-là, c'est assez strict, en fait. Éclosion, c'est très strict, malheureusement. Mais je pense qu'on a vu, là, à la lueur de notre expérience là, avec les 3 vagues, mais particulièrement la fin de la deuxième et la vague actuelle, que juste une demi-mesure, c'est pas assez. Et je pense que l'autre chose qui est très importante, qui fait la grosse différence aussi, c'est que avec la vague actuelle, on a affaire aux variants. Je regardais les chiffres tout à l'heure, là, juste pour être à jour, et puis autant du côté du Québec que de l'Ontario, à peu près le 3/4 des échantillons qui sont testés pour les variants, qui sont testés, les échantillons de COVID qui sont testés, ce sont des variants, 75%. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour les partages. Docteur Bierret, on n'aura pas suffisamment de temps, mais on aimerait aussi peut-être vous recevoir pour en parler à nouveau. Merci déjà pour ces informations et puis on va inviter les gens à respecter les mesures barrières. Merci, bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, comme Docteur Bierret vient de le mentionner, c'est très important de respecter tout ce qu'on nous donne comme mesures. Moi, je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Salut, ici Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa. La semaine de l'action bénévole a lieu de 18 au 24 avril. Je veux prendre un moment pour